Bonjour à tous, on est très content de vous retrouver pour ce deuxième épisode de notre podcast, de notre deuxième série de podcasts, euh, Ma vie de sophrologue, une semaine au cœur du métier, dans lequel on partage avec vous la réalité du terrain. Qu'est-ce qui se passe concrètement pendant une semaine de la vie d'un ou une sophrologue? Voilà. Et donc aujourd'hui, c'est ma collègue et amie Emmanuel Lebris qui va se prêter au jeu. Et puis après, on espère que vous allez être nombreux à partager avec nous dans ce podcast vos expériences concrètes de terrain, de sophrologue installé. Bonjour Emmanuel. Bonjour Emmanuel et bonjour à toutes et à tous. Alors, on va entrer directement dans le vif du sujet. Emmanuel, est-ce que tu peux nous dire à quoi ressemble concrètement une semaine dans ta vie de sophrologue? Alors, si je devais résumer une semaine type de ma vie de sophrologue, je dirais qu'aucune semaine ne se ressemble vraiment en fait. Mais il y a quand même une structure de fond qui est identique et qui se répète plus ou moins de semaine en semaine ou de mois en mois. Alors, en général, je vais consacrer 2 jours et demi pour les rendez-vous cabinet, puisque j'ai mon cabinet 2 jours et demi par semaine, le mardi et le jeudi, et le samedi matin. Les rendez-vous se répartissent sur la journée de 9h à 20h, 20h30, ça dépend des semaines, et puis ça dépend des jours aussi. Les autres temps, en dehors des journées cabinet, sont réservés à d'autres activités, sophrologiques en particulier, mais pas que. Je vous en dirai 2 mots juste après avoir détaillé en quoi consistent mes activités sophrologiques. Donc, par le biais de mes interventions associatives, j'interviens par exemple le lundi soir et le vendredi matin, depuis une bonne quinzaine d'années maintenant. Alors au départ plutôt en support du sophrologue qui intervenait, puis ensuite j'ai pris la suite de l'activité. Donc pour des adultes, j'organise également, et ça c'est dépendant des salles qui me sont attribuées par la commune dans laquelle est installée l'association, donc des soirées thématiques autour du stress, du sommeil, de la douleur, de la gestion de la douleur, de la joie, et des thématiques qui interpellent les personnes ou qui me sont, alors soit que moi je choisis, soit qui me sont demandées par les personnes qui viennent régulièrement à mes ateliers. Dans le cadre de l'association également, j'interviens dans les écoles tout au long de la période scolaire, donc de septembre à juin. Alors 1 à 2 fois par semaine, tout dépend des demandes et des possibilités, sur une commune qui dispose de plusieurs gros groupes scolaires. Et ça me permet d'intervenir sur un nombre de séances qui sont établies à l'avance. En général, c'est entre 7 et 9, ça dépend du trimestre, de la maternelle au CM2. Ensuite, toujours pour l'association, j'ai mis en place régulièrement, et là cette année, j'ai ouvert un nouveau lieu, donc des ateliers duo parents-enfants de l'âge de 4 ans à l'âge de 11 ans, enfin 10 ans, le CM2, pareil, donc sur 2 créneaux différents, un pour les maternelles et un pour les élémentaires, et ensuite un groupe d'adolescents. Donc ça, c'est spécifiquement pour l'association, et après, de manière ponctuelle, j'interviens également pour des séances découvertes au nom de l'association. Après, j'interviens ponctuellement également sur des cycles de 4-5 séances pour l'Institut du Sein à Toulouse. J'interviens dans les entreprises sur des ateliers de 2 heures en général. Et je fais en sorte, alors des fois c'est possible, des fois c'est pas possible, que ces interventions pour l'association soient positionnées sur des créneaux en dehors de mes journées de cabinet. J'anime également des formations pour les institutions. Alors ce sont en général des travailleurs sociaux ou des entreprises du secteur privé. Même quand la thématique n'est pas directement liée à la sophrologie, j'aime toujours intégrer des exercices de respiration, d'ancrage, de présence à son corps, de présence à soi, parce que je trouve que ça enrichit toujours le contenu des formations. Ça permet aux personnes d'apprendre des techniques en quelques minutes
de gestion du stress pour réguler leur état interne, quelles que soient les thématiques, hein, ça peut être la gestion des émotions, ça peut être, alors il y a les thématiques spécifiques gestion du stress bien évidemment, mais parfois j'interviens aussi sur la prise de parole en public, j'interviens sur la posture professionnelle et utiliser ou apporter des exercices de sophrologie, d'ancrage, de présence au corps. Ça démocratise un peu plus la sophrologie puisque quand je les nomme, quand je les fais pratiquer aux participants, bien évidemment, j'explique que ce sont des exercices issus de la sophrologie. J'accompagne aussi, comme toi Emmanuel, des sophrologues sur un petit groupe par an sur le développement de l'activité. Nous organisons également toutes les deux des ateliers ponctuels thématiques pour les sophrologues qui sont en formation ou en activité pour vous permettre, à vous, sophrologues, de développer des compétences spécifiques en fonction des différentes thématiques. Alors, les miennes sont principalement orientées sur la gestion des émotions, l'accompagnement des femmes je dirais, de l'enfance à la période plus sage après la ménopause et aux différentes périodes avec toutes les problématiques qui sont liées à la femme, la grossesse, la parentalité, l'endométriose, la ménopause, etc. Toutes ces thématiques qui sont plus spécifiques. Je propose également des ateliers sur l'hypersensibilité. Et en général, entre les accompagnements du petit groupe annuel et les différents ateliers, les ateliers c'est une fois par mois à peu près 3h30, ça me fait une grosse journée, une journée et demie par mois d'accompagnement. Et puis, il y a tout ce qu'on ne voit pas, mais qui fait partie du quotidien de mon activité de sophrologue indépendante. Donc, tout ce qui concerne la communication, les mails, les articles, la comptabilité, l'organisation de mes activités, de mon emploi du temps. Ce n'est pas mes activités préférées, comme j'imagine nombre d'entre vous. Mais j'ai appris, ça m'a beaucoup aidé ça, j'ai appris à me fixer des rendez-vous réguliers, des rendez-vous avec moi-même pour le faire. Parce que en tant que sophrologue indépendant, je suis aussi chef d'entreprise, la mienne d'entreprise, et c'est important de me fixer des moments parce que sinon ma comptabilité elle est toujours reléguée au dernier moment. Je fais toujours ça en urgence. Enfin, je faisais toujours ça en urgence. Aujourd'hui, je le fais plus. Et tout ce qui est mise en place, organisation, vraiment j'ai des temps dédiés dans la semaine ou dans le mois en tout cas, parce que ça revient pas forcément toutes les semaines, mais dans le mois pour pouvoir organiser mon emploi du temps. Donc c'est une semaine qui est riche, qui est variée et qui change souvent et c'est exactement ce dont moi j'ai besoin. Si j'avais pas ces changements d'organisation, ces changements d'emploi du temps, cette diversité dans mon emploi du temps, en fait, je m'ennuierais trop vite parce que ça deviendrait trop routinier et j'y prendrais pas de plaisir. J'ai besoin, moi, dans mon activité, alors ça correspond pas forcément à tout le monde, mais moi j'ai besoin d'être sur une diversité d'activités, une diversité de publics, une diversité d'échanges et une diversité de modalités aussi, que ce soit de l'individuel, du collectif, du présentiel, de la visio. Et la nouveauté cette année, ce que je faisais pas les autres années, c'est que j'ai décidé de garder le lundi matin pour moi, pour me poser, pour pratiquer, pour créer des échanges avec d'autres personnes, avec qui je fais des échanges de pratique également. Vraiment avoir ce temps qui me permet de garder, comment je vais dire ça, de garder l'ancrage qui est le mien, la justesse qui est la mienne, et pouvoir redonner ou donner. Souvent le lundi matin, on dit oh là là, c'est lundi, j'ai pas envie, la semaine, etc. Et justement garder alors même si c'est vrai certains lundis, mais la plupart du temps j'aime ce que je fais, donc ça
ça ne se manifeste pas vraiment de cette manière-là, sauf quand j'ai des semaines vraiment très très chargées. Mais garder ce temps-là pour donner du dynamisme à mes semaines, donner une clarté, une visibilité, en ayant pris ce temps qui est de plus en plus nécessaire pour moi. Alors, est-ce que c'est parce que je vieillis? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, un temps qui est vraiment dédié une pause essentielle. Ok, alors, deuxième question. Quelles sont les réalités de terrain que tu as découvertes et qui t'ont le plus surprise pardon, ou marqué? Alors, quand j'ai commencé, je croyais naïvement que ça allait être simple. Il suffisait que je mette ma plaque sur ma porte avec mon nom, mon prénom, sophrologue, spécialisée dans les enfants et les adultes, et que les gens allaient arriver tout seuls à moi et que voilà, tout allait bien fonctionner. Et en réalité, comme tu peux l'imaginer, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Il a fallu que j'aille un peu prospecter, que j'aille me faire connaître, que je parle de la sophrologie, que j'apprenne à communiquer autour de la sophrologie, en fait, de ce que c'est, et surtout de ce que c'est, oui, et surtout de ce que ça pouvait apporter aux gens. Et c'est par ce biais-là, en apprenant à me faire connaître, en apprenant à parler de la sophrologie, pas à parler de moi, mais vraiment à parler de la sophrologie et des bénéfices de la sophrologie dans certaines situations, dans certains cas, et à dire que j'accompagnais et comment j'accompagnais. Ce qui m'a évidemment permis progressivement d'avoir de plus en plus de clients au cabinet. Ce qui m'a également beaucoup surprise, c'est cette sensation, cette pseudo-sensation de liberté, avec toutes les responsabilités qui vont avec, en fait. Donc, on n'a de compte à rendre à personne à part à soi-même. On organise plus ou moins son emploi du temps comme on veut, on choisit plus ou moins, et c'est pas très vrai sur le début, les clients, les personnes qu'on veut accompagner. Et c'est pas toujours très simple. Et c'est un peu pour moi justement le fameux revers de la médaille ou les désavantages, désagréments du statut d'indépendant dont on parle finalement pas tant que ça, que sont toute l'activité qui est liée au fait d'être à son compte, d'être son propre patron, de décider choisir pour soi. Et souvent, au départ, quand on s'installe, on le fait depuis son cabinet ou son domicile. Si on a un cabinet à temps plein, on peut le faire depuis le cabinet, mais souvent c'est des temps partagés et du coup on passe plus de temps au domicile et du coup de pas être happé par les autres activités du quotidien, les machines à faire, le téléphone à répondre, les rendez-vous sur le temps de l'activité sophro parce que c'est beaucoup plus pratique. Parce que moi, à l'époque, en fait, j'étais encore à mi-temps salarié. Et donc, j'avais une partie de mon temps de semaine qui était dédiée à mon ancien travail d'EduxP et une partie qui était dédiée au développement de l'activité et à mes rendez-vous sophro. Donc, ce temps un peu plus libre, on peut devenir facilement un temps où on procrastine, où on remet à demain, où on se dit « Ah, mais de toute façon, j'ai le temps, j'ai toute la journée pour le faire, ou j'ai toute la matinée. » Et puis, le temps file à une vitesse pas possible. Et du coup, ça devient un vrai défi d'être organisé, de poser des rendez-vous, même quand il n'y en a pas, pour pouvoir être vraiment structuré, organisé et à avancer progressivement dans l'exploration et le développement de son activité. Et donc, par rapport à ça, moi, j'ai vécu une période plus ou moins longue de flottement, de flou artistique. Je savais pas par où commencer. Je testais des choses et puis ça me plaisait pas. Alors, je revenais sur d'autres choses. Le temps que j'ai mis à créer mon site internet, à remplir les différentes pages de mon site internet. Donc, je testais, parfois un peu à l'aveugle. J'avais des retours, mais pas tant que ça. J'améliorais, etc., etc. Et j'avoue que le fait d'être salarié à mi-temps m'assurait quand même un minimum financier qui, du coup, me mettait un peu moins la pression. Donc, j'ai expérimenté, mais
sans vraiment de grosses pressions. Et il m'a fallu, par rapport à ça, presque 3 ans. Bon, en plus, j'avais ma fille qui était en bas âge. Elle avait, sur au moment où je me suis installée, moi, en tant que sophrologue, elle était toute petite. Enfin, je me suis installée avant qu'elle naisse, d'ailleurs. Et du coup, elle était bébé, donc il fallait aussi que j'arrive à jongler avec ça. Et il m'a fallu presque 3 ans pour trouver un réel équilibre. Et au bout de ces 3 ans, il a fallu que je prenne une décision. Et du coup, je me suis dit, OK, là, ça y est, je peux lâcher le salariat et vraiment me lancer pleinement dans ce métier de sophrologue et de formatrice, parce que les deux casquettes, pour moi, se complétaient bien, s'imbriquaient bien, en fait. Et du coup, voilà, il m'a fallu quand même donc du temps, j'en avais, j'étais pas sous pression. Et en même temps, je crois que si j'avais pas eu ce mi-temps salarié, peut-être que mon activité se serait développée un peu plus rapidement. Je regrette absolument rien, mais c'est vraiment ça qui m'a marqué le plus. Cette différence. Alors, il y a 15 ans en arrière, il y avait moins l'engagement des gens, on était moins nombreux à s'installer, et il y avait moins d'engagement au niveau des réseaux sociaux, il y avait de la communication. La communication était importante, mais elle était beaucoup moins importante qu'elle ne l'est aujourd'hui pour se faire connaître. Et c'est vraiment ce qui m'a le plus marqué, c'est cette différence entre ce qu'on imagine, ou ce que moi j'imaginais, en tout cas, je vais le dire à partir de ce qui était vrai pour moi, de ce que moi j'imaginais, et de la réalité de la mise en place de l'activité, et de mon agenda qui se remplissait pas tant que ça, alors que je communiquais quand même un minimum, et que la sophrologie, à l'époque en tout cas, était quand même commençait quand même à être pas mal reconnue. Il y avait, et puis moi je suis en périphérie de Toulouse, donc du monde et des clients potentiels, il y en avait déjà à l'époque un certain nombre. Donc c'est vraiment pour moi cette différence entre ce que j'imaginais, je pose une plaque et puis les clients vont venir tout seuls, et puis la réalité qui est complètement différente, où il a fallu que j'apprenne à communiquer, que je me rende visible, que je rende visible mon activité, mes spécialisations, et que je puisse vraiment développer ma clientèle progressivement, pour le coup à mon rythme, mais j'avais ces 3 années devant moi qui me laissaient largement le temps de pouvoir le faire. Ok, super. Pour cette vision très très réaliste du métier, hein, du concret, du vrai. Troisième question, comment est-ce que tu trouves ton équilibre entre justement l'accompagnement de tes clients, ton activité en institution, la gestion de l'activité, la partie entrepreneuriat et la vie perso, parce qu'il y a aussi une vie perso. Merci Emmanuel pour cette question. C'est vrai que c'est une question qui est assez intéressante à poser, et qui revient souvent, ce fameux équilibre entre vie pro et vie perso. Moi, cet équilibre, je vais le trouver grâce à un élément qui nous constitue tous, notre corps. Moi, mon corps me donne particulièrement la notion d'équilibre. C'est en me mettant à l'écoute de mes sensations, de ce qui est présent dans mon corps. Mes sensations, en fait, doivent être vraiment un baromètre intérieur. Et c'est aussi, je disais en préambule, cette année, j'ai décidé de privilégier le lundi matin pour des pauses pour moi, pour me reconnecter à moi, pour pratiquer. Et ça fait aussi écho à une année 2024-2025, l'année scolaire, qui a été très très chargée, et d'un point de vue pro et d'un point de vue perso. Et du coup, je sais que j'ai besoin de ces temps-là. Donc l'équilibre, c'est vraiment, pour moi, vraiment mon corps est un réel baromètre. Donc pour être un peu plus précise sur ma réponse, moi je fais pas vraiment de séparation entre vie pro et vie perso. En tout cas, pas une séparation stricte. J'ai jamais réussi à le faire, et je crois que je réussirai jamais à le faire, parce que pour moi, c'est une continuité de la vie. Je vais être très honnête, hein, parfois il m'arrive de répondre, d'ailleurs peut-être que certaines d'entre vous ont déjà essayé d'échanger avec moi, donc de répondre à un message le dimanche ou le soir tard. Mais je sais que quand je le fais, c'est juste
pour moi. C'est-à-dire que je le fais pas si j'ai pas envie de le faire. Si je le fais pas par obligation. Je le fais vraiment parce que à ce moment-là, c'est juste pour moi de faire, soit parce que je suis disponible, soit parce que j'ai l'esprit disponible, soit parce que je sais aussi que si je le fais pas, bah ça va être heureux et en l'occurrence que j'ai le temps et que c'est possible pour moi. Si je le fais pas, dans ces cas-là, je vais pouvoir me mettre une petite note en disant rappelle-toi qu'il faut répondre à un tel ou qu'il faut répondre à tel mail. Euh, mais si je le fais pas, ça peut m'arriver que ça passe dans la machine à oubliettes et que j'oublie de revenir dessus. En tout cas, si je réponds pas sur le moment, je vais avoir aucune culpabilité de pas le faire. Souvent, ce qui est difficile dans le fait de mélanger vie pro vie perso, c'est quand on est sollicité sur des moments de notre vie personnelle et qu'on ne répond pas, il peut y avoir cette sensation, ce sentiment de culpabilité qui naît, ah, et j'ai pas répondu, et ça, c'est peut-être important, etc. Moi, je culpabilise pas, je peux, je le fais, je peux, et j'ai envie, je le fais. Et avec le temps, j'ai vraiment aussi appris à m'organiser différemment. Par exemple, j'ai des semaines qui sont plus chargées que d'autres. Parce que mon emploi du temps, mon organisation personnelle, alors là ça s'étiole un petit peu, mais qui était beaucoup lié à la présence de mes enfants à mon domicile en garde alternée. Donc les semaines où mes enfants étaient là, je privilégiais la présence avec mes enfants et du coup je travaillais moins et les semaines où mes enfants n'étaient pas là, mes filles n'étaient pas là, j'avais plus de travail, je finissais plus tard et je commençais plus tôt. Les semaines de formation, par exemple, également, les journées de formation, pardon, j'avais tendance plutôt à les positionner sur les semaines où mes filles n'étaient pas là. Maintenant, elles sont grandes, elles sont beaucoup plus autonomes et elles ont moins besoin que je sois présente. Malgré ça, quand elles sont là, je fais quand même en sorte d'être présente parce que pour moi, ce sont des moments qui sont précieux. Et puis, quand elles seront plus grandes, vraiment complètement autonomes, j'aurai plus de temps libre aussi pour faire ce que j'ai à faire. Je crois que ce qui est important de dire aussi, en ce qui me concerne, c'est la disparité, quand je parlais de semaines plus importantes que d'autres, il y a des périodes aussi dans l'année où l'activité est plus intense qu'à d'autres moments où l'activité est beaucoup plus calme. Et du coup, c'est aussi par rapport à ces moments-là que j'ai maintenant assez bien identifié, que j'ai réussi à m'organiser. Donc, quand c'est plus calme, je prends le temps et je sais qu'il y a des moments spécifiques dans l'année où j'ai beaucoup moins d'activités, alors l'été en particulier, les 15 premiers jours d'août en particulier, c'est ce moment-là, je le privilégie pour prendre des congés, et puis la semaine avant, la semaine après, qui sont aussi des périodes un peu plus creuses, ce sont des moments où je vais, par exemple, prendre du temps pour projeter des choses, mettre en place de nouveaux projets, prendre du temps pour pratiquer, pour prendre du recul par rapport à ce que je fais, pour travailler sur moi, peut-être aussi sur les moments un peu plus calmes. Alors je vous ai cité le mois d'août, mais il y en a d'autres dans l'année qui sont un peu plus calmes aussi. Prendre le temps aussi d'aller rencontrer d'autres partenaires. Et du coup, accepter que l'activité se déroule sous forme de cycle, avec des moments plus actifs, des moments plus calmes, ça permet aussi de pas culpabiliser quand les rendez-vous au cabinet ou quand l'agenda se vide. Ok, c'est un moment où l'agenda se vide. Est-ce qu'il se vide parce que j'ai plus la disponibilité d'esprit pour recevoir des gens? Je suis plus parce que parfois aussi il y a cette notion-là. Est-ce qu'il se vide parce que c'est une période où les gens sont occupés ailleurs? Et du coup, comment est-ce que j'organise ce temps-là? J'ai toujours moi des projets en attente, des choses qui sont sur ma to-do list que je peux mettre en œuvre à ce moment-là. Et un élément aussi que je voudrais partager avec vous, ça va peut-être vous paraître un peu bizarre, mais les gens me connaissent, ils savent que je suis un peu bizarre, puis ceux qui me connaissent pas, ils sauront que je suis un peu bizarre aussi. Ce que je fais souvent, quasiment, alors pas tous les jours, mais quasiment tous
tous les 2 ou 3 jours, ou en tout cas une fois par semaine quand je réfléchis à mon activité, quand je pense à mon activité, j'imagine en fait mon activité comme une entité à part entière et je vais comme si c'était quelqu'un et je vais dialoguer avec mon activité. Je vais la questionner et je vais écouter. Alors intérieurement, bien évidemment, parce que mon activité c'est pas une entité à part entière, je suis pas complètement par jour, c'est pas une personne qui va me répondre, qui va répondre à mes questions comme tu le ferais toi ou comme le ferait n'importe qui. Par contre, je vais poser des questions à partir de est-ce que c'est juste pour moi de répondre, par exemple, à cette sollicitation, de répondre à ce projet, est-ce que à cette proposition, à ce devis, à cette demande, est-ce que ça c'est juste pour moi? Et je vais à ce moment-là m'appuyer sur mes ressentis corporels, un peu comme on fait en kinésiologie avec les tests de kinésiologie, pour vraiment sentir si c'est oui, tu peux y aller ou non, ça le fait pas, c'est pas juste pour toi. Et le non, il est pas forcément lié à la justesse, mais peut-être aussi et parfois aussi à la temporalité. Donc je vais questionner comme ça mon activité, ça va m'aider moi, en tout cas, à rester bien alignée, à être euh, ancrée dans ce que je fais et à laisser de côté les doutes qui pourraient m'assaillir de temps en temps. Ah, est-ce que je fais bien? Est-ce que c'est une bonne chose pour moi? Est-ce que j'ai bien fait de dire oui? Est-ce que j'ai bien fait de dire non? Tout ce qui vient polluer en fait mon mental et mon sentiment parfois de légitimité ou d'illégitimité. Et du coup, lorsque je prends une décision et que je suis en accord, que mon corps est en accord avec la décision, je reviens pas dessus. C'est beaucoup plus serein pour moi. C'est beaucoup plus facile pour moi d'agir de cette manière-là. Et du coup, pourquoi est-ce que je parle de ça par rapport à cette question que tu poses là sur la vie pro et la vie perso, l'équilibre entre la vie pro et la vie perso, c'est aussi parce que parfois, à certains moments, quand je suis sollicitée sur des moments perso par le professionnel, je dis, ok, est-ce que c'est le bon moment pour moi de répondre à ça? Et mon corps va me donner l'information. J'ai appris au fur et à mesure à être vraiment à l'écoute de mon corps, de ce qu'il veut, de là où il est disponible et des moments où il ne l'est pas. Et donc ça m'aide énormément. Ok, merci Emmanuel. Bah, tu as peut-être déjà répondu à la question suivante, même si je sais que tu vas avoir d'autres choses à rajouter à tout ça. Quel conseil, toi, à la lumière de ton parcours, de ton expérience de sophrologue depuis maintenant, si je dis pas de bêtises, une quinzaine d'années, Oui. euh, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aux sophrologues qui débutent ou peut-être qui sont en difficulté? Le premier conseil que je donnerais, et du coup oui, j'en ai un petit peu parlé, enfin un petit peu beaucoup, c'est de continuer à pratiquer pour soi. Pas forcément 1 heure par jour, ça peut être seulement quelques minutes, des exercices simples de contraction, décontraction, de relâchement, des exercices simples de respiration ou des visualisations si c'est nécessaire, parce que pour moi, ça a tout changé et ça change tout. C'est-à-dire que quand on sort de la formation, et beaucoup de sophrologues qui sortent de la formation sont gonflés à bloc, ils ont pratiqué pendant des semaines, pendant des mois, quand les formations sont longues, et puis quand ils sont certifiés, bah du coup ils se plongent à fond dans le développement de leur activité et parfois ils oublient de pratiquer. Alors, moi aussi, je suis tombée dans ce piège-là au début, et j'ai très rapidement compris que si je ne me ressourçais pas par ma propre pratique, je perdais le sens de mon métier, en fait. Je perdais le sens de ce pourquoi j'avais choisi de me former à la sophrologie et de ce pourquoi j'avais choisi d'accompagner avec la sophrologie. Et donc du coup vraiment, le premier conseil c'est pratiquer quotidiennement. Mais quand je dis pratiquer quotidiennement, c'est appliquons à soi-même les conseils qu'on donne à nos clients.
Quand on dit aux clients, vous n'avez pas besoin de faire les séances guidées tous les jours pendant une demi-heure, trois quarts d'heure. Quand on dit à nos clients juste le fait de faire des contractions, de trouver dans votre journée des petits moments qui vont durer 1 minute, 2 minutes, 3 minutes maximum pour relâcher les tensions, pour respirer, pour visualiser de manière rapide un lieu ressource, ce sont ces choses-là, ces exercices-là qu'on doit s'appliquer à soi-même. On peut pas promouvoir des choses, inviter, donner des conseils aux autres si on ne s'applique pas à soi-même. Donc ça, c'est vraiment le tout premier conseil que je peux donner aux sophrologues qui sont en activité ou qui sortent de formation. Le deuxième conseil, c'est surtout ne restez pas isolé. Notre métier, c'est un métier qui est plutôt solitaire, surtout quand on fait du cabinet et uniquement du cabinet, puisqu'on va être seul face à nos clients. Et donc, c'est particulièrement important de créer du lien, garder des contacts avec les les personnes qui ont fait la formation avec vous, les personnes qui sont en supervision avec vous, les sophrologues qui sont autour de vous. Prenez contact avec d'autres praticiens, même en dehors de la sophrologie, parce que avoir des groupes d'échange, avoir des groupes de partage, avoir des groupes de développement d'activité, c'est vital. Rester seul dans son activité, ça enferme, ça isole et ça ne nous permet pas de sortir de la procrastination, de sortir du doute, de sortir du sentiment d'illégitimité. Donc c'est vraiment important de créer un réseau autour de soi, de personnes, de professionnels avec lesquels on peut échanger, partager, communiquer, qu'ils soient sophrologues ou qu'ils ne soient pas. Et moi, je mesure vraiment chaque jour l'importance de la collaboration, la valeur de la collaboration, notamment avec toi, Emmanuel. Alors, notre collaboration, elle existe depuis un certain nombre d'années maintenant. Elle est très précieuse. Nous n'avons pas forcément le même type de public, nous n'accueillons pas les mêmes personnes, nous n'avons pas les mêmes spécialités. Et pourtant, nos échanges nourrissent et continuent à nourrir ma pratique. Bon, en dehors des supervisions, bien évidemment, mais et je sais que je peux compter sur toi, que je peux te solliciter si jamais j'ai besoin d'être remplacée pour un groupe, pour une séance. Si je cherche, par exemple, un sophrologue qui pourrait prendre, par exemple, la sœur, le frère, la mère d'un de mes clients et que le fait d'être reçu, que toutes les parties soient reçues par moi, ce soit compliqué. Si je sais que une personne qui cherche un accompagnement spécifique par rapport au sommeil, bah, c'est vers toi que je vais l'envoyer. Et du coup, le fait d'avoir quelqu'un sur qui s'appuyer au niveau du métier en lui-même, pour nous remplacer, quelqu'un en qui on a particulièrement confiance, bah, du coup, ça enlève aussi une sacrée pression. C'est-à-dire que moi, certaines de mes séances en collectif, elles sont hebdomadaires et du coup, quand mes journées de formation, quand mes déplacements tombent sur des séances hebdomadaires et que je peux pas les assurer, bah c'est très facilitant pour moi et c'est très sécurisant pour moi aussi de savoir que quelqu'un peut me remplacer et en l'occurrence toi, mais t'es pas la seule à m'avoir remplacé et que ça puisse se faire dans de bonnes conditions et que je puisse communiquer auprès des personnes qui font partie de mes séances de groupe, qui va prendre le relais, comment elle fonctionne, qu'est-ce qu'elle va leur apporter, etc. Donc ça, c'est vraiment très, très important. Pour terminer rapidement, pratiquer, rester connecté et garder vraiment le focus, votre cap sur ce qui vous anime vraiment, sur ce que vous voulez vraiment, sur ce qui vous plaît vraiment, grâce à la sophrologie. Ok, bah super. Merci Emmanuel pour toutes ces infos. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires, de vos questions aussi pour Emmanuel.
ou à revenir vers nous si vous avez aussi envie de partager votre expérience de sophrologue. Merci Emmanuel pour cet échange. Merci à toutes et à tous pour l'écoute, d'avoir tenu jusqu'au bout de cet échange. Et surtout, n'hésitez pas à commenter, à interagir, à partager ce que sont vos expériences à vous, comment ça fonctionne pour vous. N'hésitez pas à nous solliciter pour partager avec tout le monde, pour faire partie de ce podcast-là. Et encore une fois, parce que ce sont nos échanges, ce sont nos interactions, ce sont tout ce qui nous permet de communiquer entre nous, autour de nous, sur ce qu'est la sophrologie, que nous allons pouvoir continuer à développer, à déployer cette activité qui, je crois, nous tient vraiment toutes et tous à cœur. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. On vous dit à bientôt pour le prochain podcast avec une sophrologue qu'on va découvrir en même temps que vous, puisque c'est une personne qui nous a contactés pour participer et on est très contente de la recevoir et voilà, et qu'elle nous partage son expérience.